pharaon pour revendiquer ses droits. Donc il ne faut pas mépriser tant le pharaon comme tu le fais. Dis, ah, c'est comme ça. Je dis, c'est pas comme ça. C'est écrit dans les Actes des Apôtres. Donc je n'invente rien. Puis il y a d'autres endroits que je ne vais pas te dire. Tu connais la querelle. Pourquoi comment s'appelle la sœur de Moïse? Oh, Myriam. Bon. Et son frère? Aaron, non? C'est pas ça? Si. Alors. Tu sais, comment ils ont traité Moïse quand il a marié une femme de couche, c'est-à-dire du nord du Soudan actuel, une négresse pur sang, les Soudanais. Et son frère Aaron, sa sœur Myriam, étaient contre Moïse pour ce mariage-là, au Bali Motomoyindo. Et ce n'était pas pour. J'ai dit, c'est écrit, tu n'as qu'à lire dans l'Exode. Lis tout l'Exode, lieu de choisir pour chercher le Mabonza, tel chapitre. Lis tout. Lis tout. Bon, on continue. C'est notre chapitre. Bon, enfin, bref. Donc, il faut savoir ces choses-là. La sécurité, il faut assurer la sécurité des peuples africains. Il faut quand même la paix, quoi. Hein? La justice, ceux qui volent, la justice, la prison, les autres citoyens paisibles, la paix, la sécurité. Mais il y a des responsabilités. L'État-nation qui reste dans ses frontières aura ses responsabilités pour assurer la sécurité immédiate de ses citoyens. L'État fédéral a aussi ses responsabilités au niveau continental pour assurer la sécurité plus coûteuse et plus chère de tous les citoyens, de tous les hommes, tous les êtres humains ou de tout l'environnement, la climatologie, etc., du continent africain. Il y a des responsabilités, ce n'est pas la confusion. Ce n'est pas la confusion. Donc, plus l'État-nation est fort, comme la Californie, hein, mais plus l'État fédéral aussi est fort. Si tel État fédéral, nation, a le pétrole, a le diamant, a l'uranium, a tout, fait la pêche, mais ça renforce les possibilités de l'État fédéral. Donc on ne supprime pas l'État-nation. Il reste là, il est le fondement politique, même économique de l'État fédéral. On ne peut pas. Parce que au maître, j'ai dit, bon, d'accord. Bah, je lui ai dit que moi, je connais le grec, je peux faire. Il a dit, non, non, non. Il va faire lui-même. Moi, tu fais ça. Parce qu'il me semble que tu es plus sûr pour ça. J'ai dit, d'accord. J'ai fait. On a eu un débat. Les Noirs charbon comme nous, là, il n'y avait que moi et Cheikh Anta Diop. Plus un Soudanais, Abdallah. Abdallah. Alors, c'était un peu épique au début. Enfin, je donne une anecdote, puis je vais le résumer. Dès le départ, Cheikh a posé le problème que en Égypte, le mot pour noir, c'est Kem. Kemet, c'est noir. Et Abdallah, égyptologue du Soudan, a contesté. Il a dit que non, c'est pas comme ça. Alors moi qui sommeillais un peu, parce que le café n'était pas encore l'heure du café, on se réveille, j'ai dit, qu'est-ce que ça devient chaud cette affaire-là. Mais j'ai dit, ah, lui l'égyptologue aussi, tout le monde, c'est ici, il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Hein. Si Abdallah dit comme ça, il peut avoir. Est-ce qu'il a raison? J'ai réfléchi. C'était pas possible. Mais pourquoi il dit ça? Apparemment, il a tort. Mais je sais pas. Il ne faut pas dire que tu as tort. Il faut attendre d'abord. Cheikh dit que c'est pas comme ça, Abdallah. Abdallah. Les deux, bon, on est mollo. On a dit un grammairien qui était là, Soneron, connaît la langue. L'Égyptien, il a une grammaire égyptienne. Cheikh dit, bon, écoutez, si des gens se trompent sur le mot noir, il y a des choses plus compliquées. Donc, si on s'arrête là, ce n'est pas la peine. Moi, je sors avec Obengon, s'en va. Parce que ce n'est même pas la peine de faire le débat. Déjà, si on se trompe sur le simple mot, oui, il y aura plus compliqué. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, nous demandons au professeur Soneron de trancher ce problème avant de commencer. Sinon, nous, on s'en va. Moi, j'ai dit, cette affaire-là,
Je me redresse encore sur la chaise parce que c'était par haut alphabet. Le clan Obenga, Naduri, Sonoron, on était, Cheikh était de l'autre côté, là, les Diop, l'Abdallah, etc. J'ai dit, c'est pas possible. Et Sonoron était un peu hésitant. Ah, le Cheikh a insisté, il a dit, non, monsieur Sonoron, s'il vous plaît, vous devez vous prononcer parmi nous là, vous êtes le grammairien, il faut vous prononcer avant qu'on continue, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura plus difficile qui va venir. Déjà, on ne connaît même pas le mot égyptien pour dire noir. À quoi c'est de s'asseoir ici? Non, je pars. Je retourne à Dakar. Ah, mais Cheikh est radical, il faut des compromis aussi. Non? Bon, Sonoron se décide à la fin. Il dit oui, effectivement, quand il y a les nomenclatures de couleurs égyptiennes, Kem rentre dans la catégorie du noir. Enfin, on fait toujours le malin, quoi. C'est un noir. Bon, enfin. Il voulait dire que c'est noir. Bon, Cheikh a dit, bon, d'accord, c'est noir, vous voyez bien que... Donc, on peut continuer le débat. J'ai dit, ouf, et après j'ai dit à Abdallah, pendant la question, j'ai dit, mais toi, Abdallah, pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu sais que c'est faux, et tu insistes. Il faut être honnête, parce que le débat, c'est pas comme ça. Il a dit non, j'ai dit non. Parce que quand même, tu mets le trouble pour rien. Tu es égyptologue, tu connais. Ici, c'est l'égyptologie. Quand quelqu'un parle, c'est pas... c'est sérieux, il faut être sérieux. Après, chaque fois, il me demande, oh, mais comment va Cheikh? Chaque fois, il me demande, si on se voit dans les conférences intéressantes d'égyptologie, oh, comment va Cheikh? J'ai dit, toi, tu n'es pas sérieux, Abdallah. Enfin, bref, le problème est le suivant. On a discuté. Le problème, la couleur de la peau des Noirs égyptiens. Est-ce que c'était noir ou blanc? Bon, les témoins oculaires, tels que Hérodote, tels que Aristote, disent que les Égyptiens sont noirs et crépus. Ils sont la peau noire, les cheveux que Mélanchrès est ici, caille ou litriquaire. C'est-à-dire ils ont la peau noire, la couleur de la peau noire, et les cheveux contournant en tire-bouchon. Quand je prends le cheveu d'un blanc, un seul, je le mets ici. Quand je prends le cheveu d'un noir qui n'a pas défrisé, je le mets ici. Le cheveu du noir est contournant en tire-bouchon comme ça. Le cheveu du blanc est droit. Les nôtres deviennent droits quand les dames vont se défriser. Tu vois? Mais tant que ce n'est pas défrisé, c'est tout comme ça, contournant au litriquaise. Et c'est ça qu'Hérodote dit. Il a vu les Égyptiens, pas momies, mais vivants, au marché, au temple, dans la rue, etc. Il le dit. Aristote, qui était là-bas aussi, avec Alexandre, il dit que Agan Mélanès, et ça c'est Bilolo, un Congolais d'ici, qui a étudié ça aussi à fond, qui dit que Agan Mélanès, ils sont excessivement noirs, ils sont très noirs, trop noirs même, Agan Mélanès. Parce que vous savez la règle des stoïciens, Meden Agan, pas de trop, pas de choses en trop. C'est Meden Agan, c'est Agan. Pas trop, ne fais pas trop. N'aime pas trop la bouffe. Ne fais rien de trop. Pas trop, n'abuse pas. C'est la règle des stoïciens. Donc le mot Agan, c'est trop. Ils étaient trop noirs, ils sont trop noirs. Bon, ça, qu'est-ce qu'en pensent les réductions actuelles? Bon, Cheikh Anta doit faire des coupes de dosage de momie, hein, pour voir la dosage de la mélanine. Il a amené des échantillons. Il dit, si vous voulez voir, on va au laboratoire, à la fac de biologie ici au Caire, on voit les échantillons. On voit le dosage de la mélanine. Bon, même mieux, Manchester, Liverpool, école de médecine, l'école de Manchester aussi et Liverpool aussi, ils ont pris les mêmes échantillons pour doser la mélanine différente. Et le résultat était le même. Le même échantillon divisé en deux, et les deux ont fait indépendamment, le résultat est le même. It was not brown ou dark, mais black, donc noir. Enfin bref, ça c'est la couleur de la peau. On passe à la langue. Ils disent oui, l'Égypte est en Égypte, en Afrique si vous voulez, c'est pas au Proche-Orient. Bon, si vous voulez, c'était noir comme vous, si vous voulez, mais ne confondez pas race et culture. Ils peuvent être noirs comme vous, mais pas la même culture, parce que la langue qui exprime leur culture, l'Égyptien ancien, cette langue-là,
n'est pas apparenté à vos langues négro-africaines, mais plutôt apparenté aux langues sémitiques, comme l'akkadien, le babylonien, l'hébreu, l'aramaïque, le phénicien, l'arabe, etc., etc., ou le sud-arabique, ou l'éthiopien, le guèze, l'amharique. Donc, mollo mollo, hein, ils sont sur le continent africain. Bon, si vous voulez, ils sont bruns ou noirs comme vous, mais attention, attention, ne faisons pas de confusion. Ils n'ont rien à voir avec vous parce que ce qui compte, c'est la culture. L'expression culturelle n'est pas la même. C'est une langue afro-asiatique. Afro parce qu'elle est en Afrique, asiatique parce que les langues sémitiques sont en Asie. Donc voilà la parenté afro-asiatique. Avant, on appelait ça kamito-sémitique parce que c'est des langues parlées par les descendants de Kam. Et qui a dit ça, c'est Greenberg. Greenberg est qui? C'est un linguiste américain de Stanford. Qu'est-ce qu'est Stanford? C'est la meilleure université, la première au monde dans le classement. Donc quand même un gars de Stanford, hein, la première université cotée parmi les listes des meilleures universités au monde, en tête vient Stanford. Même les USL sont troisième. Berkeley, Princeton est deuxième. C'est Stanford number one. Lui, il est là-bas et toi, tu sors du Congo, on ne sait même pas où ça se trouve sur la carte, hein, Brazzaville, et tu oses attaquer le professeur Joseph Yashwe Greenberg. Be careful, Benga, be careful. Fais un peu attention, quoi, mollo mollo. On aime bien les Africains passionnés, Africa, Malcolm X, Lumumba, ceci. Mais doucement, ici, c'est la science. Doucement. Tu as fait tes preuves, Greenberg, quand même. Ben, enfin, hein, n'attaquons pas pour attaquer. J'ai dit non, je n'attaque pas pour attaquer. Vous qui parlez de Greenberg, vous l'avez lu? Dit, on n'a pas besoin de lire Greenberg, tout ce qu'il fait bien. J'ai dit justement, quelle est cette épistémologie qui dit qu'on ne lit pas ce qu'un tel fait, ce qu'il fait, on ferme les yeux, c'est bien. C'est une mauvaise épistémologie. Moi, j'ai dit, j'ai lu Greenberg. Techniquement, voici ses défauts. Il aligne des vocables égyptiens ou acadiens ou d'autres langues là. Mais j'ai compté. Sur 100 vocabulaires qu'il prend, les mots égyptiens, c'est 74. J'ai compté, 74 mots égyptiens. Et dans ces mots 14 égyptiens, il y a beaucoup de faux. Voilà. Et il y a beaucoup d'absents aussi. Il laisse blanc. Alors, donc, sa documentation est très maigre. Hein? Les données égyptiennes qu'il emploie sont maigres. Un. Deuxièmement, il emploie une méthode qu'il est le seul employé au monde lorsqu'il s'agit de linguistique comparée et historique. Parce qu'avec ça, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe nulle part. Même les livres classiques ne disent pas ça. C'est sa méthode massive. C'est-à-dire, plus j'ai des faits, plus c'est vraisemblable. Or, il n'a pas beaucoup de faits, donc il a moins de vraisemblables du coup. Donc, le fait qu'il amène peu de faits détruit même sa propre manière de faire. Tandis que l'autre méthode, même si j'ai peu de faits, c'est leur analyse qui compte. Lui, Greenberg, il n'analyse pas. Voilà les défauts de sa méthode. Je ne suis pas le seul à le critiquer. Un tel linguiste américain qui n'est pas moins fort, qui est de Chicago, l'a critiqué aussi. Un Hongrois de là-bas aussi l'a critiqué aussi, même plus violemment encore. Bon, voilà. Voilà la critique qu'on peut faire de Greenberg. Mais qu'à cela ne tienne, bon. Il dit oui, mais il y a Eret aussi, un gars de USL qui a fait ça. UCLA. Alors, ils ont fait comme ceci. C'était un grand débat. Ils m'ont invité à Barcelone. Ils l'ont invité. Et puis ils ont invité un égyptologue aussi de Vienne. Lui, il connaissait un peu le Swahili. Donc ils m'ont mis comme ça au milieu. Eret là et le gars là ici. Il a exposé. Et puis on devait en faire la critique.
C'était comme ceci. Le gars-là a fait comme ceci. Il a pris, il donne à l'ordinateur 100 mots d'une langue, 100 mots d'une langue, 100 mots d'une langue, 100 mots de l'égyptien, 100 mots. On voit dans le dictionnaire. Après, il construit un ancêtre commun prédialectal, lui-même. Il demande au dictionnaire, puisque je t'ai donné l'ancêtre commun, puisque je t'ai donné 100 mots de chaque langue, pour cet ancêtre commun, ressors-moi les langues qui renvoient à cet ancêtre commun. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Il a fait ça. Bon. Et puis il a laissé trop de blanc dans l'Égyptien. J'ai dit, mais enfin. Bon, moi, ça ne fait rien, c'est le débat. Moi, je vais remplir les vides laissés par votre ordinateur, par vous, même pas par votre ordinateur. Et j'ai dit, bon, pas la peine de parler long, c'est un peu technique. Votre ordinateur a raison. Parce que quand vous dites, donne-moi la racine commune pour ça, l'Égyptien ancien, il met blanc. Donnez-moi il met blanc. Alors, si j'en remplis le blanc qu'il laisse, vous voyez bien que la parenté ne matche pas avec les langues de votre comparaison. Je lui ai fait la démonstration. Alors, comme ils avaient dit qu'on va tout publier, tous les résultats du débat, on va tout faire, ils avaient mis des femmes là pour faire les vidéos, les films, pour enregistrer. Une dame espagnole bien pimpante devait faire diriger les modérateurs. Bon, ils ont appelé certains noirs contre moi. Ils ont monté je ne savais même pas, ils avaient monté ça. Et quand ils ont publié les actes, ils n'ont même pas dit que j'étais participant. Même pas. Il n'y a même pas mon nom, rien. Blanc, ils ont laissé tomber ça. Moi, je les ai appelés après, téléphoné, j'ai dit, mais vous n'êtes pas honnête. J'étais au moins participant à ce colloque, parce que vous étiez battu, que vous avez dit, oh oui, mais la secrétaire a fait une erreur. J'ai dit, c'est faux. L'erreur de quoi? De ne pas me mentionner comme simple participant, alors que moi j'ai exposé, mon nom était là, non, vous racontez votre vie. Enfin bref, cette affaire du colloque du Caire, on est sorti victorieux, vous lisez les résultats du Caire, à tous les points de vue, race, langue, culture, l'Égyptien ancien, les Sonerons, le clan, tout le monde a dit que c'était comme ça. Les actes sont publiés par l'UNESCO. Mais, comme ils veulent toujours croire qu'ils ont toujours raison, ils ont écrit un livre avec les Fauvel, là, les Vernus, les Africains, je ne sais pas quoi, de l'Égypte aux Amériques, un truc comme ça, là, chez Cartala. Pour canarder chez Candiac, Diop peut me canarder. Et ils étaient 19 dans leur livre, là. Ils ont vraiment injurié les gens, quoi, qu'on ne vaut rien, que ça ne vaut rien, etc., etc. Et rien, quoi. On fait de les devinettes. Il faut la vraie science. Bon. Comme c'est la polémique, j'ai polémiqué pour les autres, là. Mais surtout il y avait 2 égyptologues. Là, je n'ai pas polémiqué. Lui, je l'ai analysé presque point par point ce qu'il raconte. Le résultat que j'ai écrit que lui, il est un menteur scientifique, un menteur. Parce que ce qu'il raconte, nulle part, s'il est capable, il n'a qu'à me donner le texte égyptien qui dit ce qu'il dit. Il a fabriqué ça, et c'est mal fabriqué même. Il n'a qu'à produire, il n'y a pas de texte, il ment. Moi, ce que je dis là, sur ça, ce mot égyptien, voici le texte. Il n'a qu'à aller à Luxor, in situ, à Luxor, à l'entrée, à droite. Il y a un colosse assis de Ramsès. Au dos de ce colosse, il y a un texte hiéroglyphique laissé par les Égyptiens eux-mêmes. Il n'a qu'à lire ce texte. C'est ce texte qui est ma référence. Et voilà, c'est ce texte que je traduis, que j'emploie, le mot que j'emploie. Lui, quel est son texte? Il ment, c'est un menteur. Alors, comment un conservateur du Louvre, un égyptologue conservateur du Louvre, il peut mentir? Donc ce gars, non seulement il a une mauvaise foi, mais c'est un gros menteur en plus. Alors, et puis ce qu'il dit, ça n'a ni queue ni tête. Je l'ai ramassé, ils disent oui, Obenga, il est toujours d'une violence raciste. Il est très raciste. Bon, je l'ai laissé. Quand l'égyptologue, là, lui, il était superbe. Moi, je ne fais pas comme les autres. Les autres, ça dit chacun moi, quoi, font, ils jouent, etc. Il a fait comme une récréation, quoi. Je lui ai dit que même un garçon,
qui a 3 mois ou 3 jours de linguistique ne peut pas faire ce qu'il fait. Il a appris ça où? Alors moi, parce que je le connais. On était étudiants ensemble, je le connais, c'est un type orgueilleux. Je dis, je vais le ramasser parce que bon, lui après il a dit, voilà, Obenga me ramasse comme s'il ne me connaissait pas. Tu vois? Et sa femme lui a dit, mais ce n'est plus les singes dans la forêt. On n'est plus des singes dans la forêt. Il dit, il faut les respecter. Ce n'est plus des singes. Hein. On les prenait pour des... Ils sont plus singes de la forêt. Ils sont à Paris, au bord de la Seine. C'est pas au bord du Congo. Donc, alors lui, tu sais, je le connais. Il était très superbe, orgueilleux. Il critiquait même les profs. Il se prenait pour né de la cuisse du sphinx ou quoi. Et je l'ai bien ramassé, mais techniquement, il ne pouvait rien faire. Et depuis, il ne peut plus faire ce qu'il blague. C'est techniquement. Alors maintenant, ils sont défaits. Ils gardent, j'ai vu à Abidjan, qu'on voulait me présenter à leur groupe, à une dame de leur groupe là. Bon. Moi, je ne voulais pas arrêter le gars de Côte d'Ivoire, l'Ivoirien. Je ne voulais pas l'arrêter parce que je dis il va faire une erreur. Bon, c'était trop tard. Il dit, professeur, venez, je vais vous présenter à madame Intel. J'allais l'arrêter, mais c'était trop tard. Je dis, bon, allons. Il a dit, bon, madame, je dis, bonjour, madame, mes respects. Et quand on a présenté, il dit, monsieur Obenga, il dit, oh, les racistes, là. Elle a crié, le raciste, là. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, mais voici le problème. C'est que les problèmes africains, dans la mesure du possible, on les défendra sans aucun compromis, d'aucune sorte. Et si vous appelez ça raciste, fanatisme, c'est votre vocabulaire. Mais je ne pourrai jamais faire un compromis. D'autant plus que vous, les africanistes, hein, vous parlez des choses dont vous ignorez. Dans votre groupe, là, il n'y a aucun égyptologue. Il n'y a aucun paléontologue. Il n'y a rien. Pourquoi vous prenez les gens pour dire, mais oui, vous êtes raciste. Je dis, bon, prenez comme vous voulez. Vous êtes ici venu expliquer les royaumes à Caen, c'est-à-dire les royaumes des Baoulés, là. Les royaumes à Caen. Moi, je me préfère lire les livres écrits par les Ivoiriens. Il y a des historiens parmi eux, que de lire vos chiffons-là, de trucs-là. Je dis, oui, mais Obenga, non seulement il est raciste, mais il est impoli. J'ai dit, mais impoli, c'est moins fort que raciste. Puisque je suis déjà raciste, je peux être impoli. Impoli, c'est moins fort. Puisque, j'ai dit non. Après, j'ai dit, bon, venez, on mange à table, on va décider. J'ai dit, non, je ne... C'est bizarre, hein? Tu vois bien qu'ils ont tort, ils ne sont pas sereins, ils ont tort. Donc, voilà, l'Égypte antique, les pharaons, l'Égypte antique, et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons une revue qui existe depuis 1992, qui s'appelle Ankh. Vous pouvez regarder online. Il y a une revue. Tous les égyptologues africains, ils écrivent. On a créé un centre d'enseignement d'égyptologie à Paris. Aujourd'hui, c'est un Burkinabé qui prend la langue en charge. L'enfant de Cheikh Anta Diop est là. On a des physiciens nucléaires. L'enfant de Cheikh Anta Diop. On a des mathématiciens. Fouguin, c'est un Camerounais. On a un astrophysicien. C'est un Camerounais. On a un mathématicien qui enseigne les mathématiques à Jussieu. C'est un Togolais. On a un philosophe, égyptologue. C'est un Burkinabé. On a un égyptologue, Lam, de Dakar, et Sal, de Dakar aussi. On a un égyptologue aussi, Sar, qui est sénégalais, mais comme il est marié à une camerounaise, donc il est au Cameroun, il a suivi sa femme, il enseigne, il écrit. Donc il y a une équipe. Il y a une équipe qui travaille, qui est dynamique. Alors, il faut relancer l'équipe de Kinshasa, que Monseigneur Djibangu voulait lancer effectivement sur le conseil de Cheikh Anta Diop. Moi, j'ai formé les premiers égyptologues noirs américains, techniquement, avec doctorat. C'est moi qui les ai formés. Avant, ils ne savaient pas. Ils faisaient l'émotion comme ça, nigro, mais j'ai formé techniquement. Et il est devenu membre de la Société des égyptologues américains. Donc, il est le seul noir là-bas. Et on lui dit, mais habituellement, on connaît le cursus des gens, mais toi, tu as appris ça où?
Parce que c'est quand même étonnant. On a vu, tu n'es pas, on ne connaît pas ton cursus, mais tu connais comme nous. Mais tu as appris ça où? Il a dit, mais j'ai appris avec le professeur Obeng. Il dit, oh, yes. Lui, là, on le connaît, yes. Il vit encore, il dit, oui, il est encore un peu solide. J'ai dit, ils peuvent attendre. Hein. C'est pas demain. On a des docteurs africains maintenant. Ils peuvent voir nos cœurs, ils peuvent voir nos artères. Et tout. On tient encore le coup. Oui. Donc, soyons fiers. Tu sais, l'université a toujours été un îlot. Ouais, que ce soit l'académie de Platon, ou le lycée d'Aristote, ou l'école d'Alexandrie, les trucs de Rome, les Arabes qui ont amené l'Espagne, la connaissance en Espagne, l'Espagne arabe, quand même les Clovis, les Charlemagne commençaient à lire. Ça a toujours été la Sorbonne, une élite, Louvain-la-Neuve, une élite. C'est toujours l'élite. L'école libre de Bruxelles, le lycée libre de Bruxelles, Harvard, Columbia, Stanford, ça a toujours été une élite. Donc, ici, hein, il faut faire, c'est la colline inspirée, dit le mot en bas, c'est la colline inspirée. Effectivement, ça doit être une colline plus qu'inspirée, une colline inspiratrice. Une colline qui doit nous inspirer maintenant. Elle est non seulement inspirée en elle-même, mais elle est inspiratrice. Elle doit infuser, elle doit diffuser les connaissances. C'est parti, hein, c'est parti. L'université de Kinshasa, de Lubumbashi, de Bukavu, il y en a à Brazzaville, tant mieux, mais on va changer ça, on va construire une belle université. Il y en a au Cameroun, il y en a à Dakar, il y en a partout. Malabo, ils sont en train de creuser à Bata. Il y en a en Angola, ils ont 3 ou 4 universités. En Afrique du Sud, en Namibie, partout, au Kenya, partout, ça boue. Au Ghana, au Ibadan, Nigeria, partout, ça boue. Il ne faut pas rester les derniers. Il faut être dans la course maintenant. Or, cette belle place-là a toujours été dans la course. Il ne faut pas que la génération actuelle, il y a eu les Mudimbe, les Nga, les Ndaiwel. Moi, on a enseigné à Lumumbashi, les Kinyongo. C'était beau, c'était magnifique, c'était top. Hein? Moi, j'étais même jeune. J'étais par prudence, j'aime pas être en retard. Il n'y avait personne, j'étais déjà dans la classe. Au lieu de m'asseoir ici, je m'étais assis par précaution sur les bancs des étudiants. Bon, ils venaient un à un, ils s'asseyaient. Bon, moi, j'étais étudiant parmi eux, croyait-il. Bon. Et puis, l'heure commençait à s'approcher. Il dit, mais c'est au Bengala, il fait l'imbécile, il ne vient pas encore. Bon. Le doyen d'Aïwel, qui était notre doyen, non, chef du département, le doyen était Moudimbe. Le doyen arrive pour me présenter, et le chef du département arrive pour me présenter, que je fasse mon cours. Il dit, bon, professeur Benga, venez vous asseoir. Et puis, il a dit, Ndaiwe, ne raconte pas des blagues. C'est ce petit-là qui va nous faire le cours. Il dit, mais oui, c'est lui le professeur Benga. Il dit, c'est pas possible. Il dit, pardon, s'excuse. Ce qu'on a dit, j'ai dit, non, les autres qui sont venus en retard n'ont pas entendu. C'est nous qui étions les premiers qui avons entendu, mais ce n'est pas grave. Tu vois? Donc, il faut faire de ça une belle place culturelle, intellectuelle. Comme ça, les jeunes ont du goût à apprendre, du goût à se connaître entre eux aussi, du goût à former de nouveaux foyers. Ils vont se marier entre, ils vont marier qui? Ils ne vont pas marier les cireurs de chaussures, là. Ce n'est pas ça le problème, ils vont marier entre eux ici, là. Donc, on va former aussi des foyers, des savants. La femme est savante, le mari est savant, les enfants seront certainement des savants aussi, hein, etc. Ils vont se marier entre eux ici, ils se connaissent entre eux, ils sont ensemble, ils vivent ensemble, hein, ils ont leurs problèmes aussi, mais il ne faut pas louper ça. Si on loupe la formation de la jeunesse, on a compromis l'avenir. Donc, c'est une responsabilité. Si l'académie est là, c'est pour eux. Si l'académie travaille, c'est pour eux. L'administration universitaire, c'est pour eux. On doit être excellent pour qu'ils soient excellents. Et je crois que l'Afrique le fait déjà. L'Afrique est capable. Parce que depuis 60 ans que ça existe ici, ou même 50 ans que ça existe, on a toujours tenu le drapeau, le flambeau. Et il n'y a pas de racisme. C'est Gillon qui a créé ça. On le respecte, on le vénère, on le prie qu'il soit toujours avec nous, là où il est, c'est tout. Donc on n'est pas ce qu'il croit qu'on est. Au contraire,
C'est un Européen, il est venu ici pendant la colonie. Il est contre même ses propres supérieurs. Il veut faire quelque chose de grand. Il dit non, c'est trop grand pour les nègres, tout ça. Il a fait quand même contre sa propre hiérarchie. Créer même un centre nucléaire, tout ça. Comment avec Malou tout seul, tu vas faire quoi? C'est la blague. Tu vois? Donc, il a été quand même un garçon très courageux, un homme de courage. Un homme de courage, un homme d'idéal. Et nous sommes aussi les hommes de courage, les femmes de courage, les hommes d'idéal, les femmes d'idéal. Donc on est tous dans le même bateau que le Père Gillon. On est tous dans la même cause. On est tous dans l'esprit, le travail de l'esprit, de l'intelligence, le travail de la culture, chasser l'ignorance, que les gens soient de plus en plus cultivés, qu'ils prennent leur destin en main. C'est une affaire de destin en main, etc. Donc qu'ils débattent de leurs problèmes. Et tous, nous avons la vérité, tous nous avons les erreurs aussi. Mais c'est ensemble qu'on peut faire la force. Je crois que c'est une mission, malgré tout. Parce qu'on n'est pas grand aussi. Le roi des Belges, Léopold II, bon, c'était sa propriété. Bon, comment il peut avoir ça tout seul? Bon, il n'a pas pu. Il a donné un petit pays comme la Belgique. Un grand truc comme ça. Bon, comment c'est pas ça? On est resté. On a eu des sécessions, des Katanga, du ceci, de tous les Kalonji, les Boubou, les Lumumba, les Kazaboubou, tout, bon, ça a passé. Hein? Il y a eu des guerres, ça a passé. Il y a eu des morts, des vivants, des haines, des trucs. Bon, on ne se parle plus, ceci, les élections, on divise. Il y en a qui sont dans les justices internationales. Bon, tout nous est arrivé, tout nous est arrivé. Mais malgré tout, hein, on reste des frères, on reste des sœurs, on reste des frères. Parce que notre sang vient du même endroit. Et notre sang retournera au même endroit. C'est-à-dire dans ce beau pays qu'on a hérité. Bon, il y a des générations tampons. Et notre génération est un tampon. On a vu les autres, pas tellement vu. On était petits. On a vu ce qui arrive. Mais il y a la jeunesse qui arrive. Il faut travailler pour eux maintenant. Hein, et que ce qui arrive à un pays doit fortifier ce pays. Tout le monde a été comme ça. La Chine a fait la longue marche avec Mao Tse-tung. La longue marche, c'était pénible aussi pour eux. Mais après, ils arrivent, Mao Tse-tung est parti, les autres continuent. Ils aident leur pays, c'est beau, c'est magnifique, ils travaillent, et ils veulent se développer différemment. Ils s'ouvrent maintenant à l'humanité. Donc, nous avons cette noble mission, qui est une mission de l'intelligence. La mission de l'intelligence est une mission toujours noble. L'intelligence. Et former l'intelligence qui monte, c'est vraiment... on ne peut pas avoir plus noble que ça. On ne peut pas avoir plus noble. Former l'intelligence qui monte, il n'y a pas plus noble métier. C'est une vocation, mais c'est une noblesse en même temps. Donc, il faut lancer les idées. Il y en a qui disent, oh, écoute, cette histoire-là, vous voyez, on verra bien. Hein. Pouf, c'est des histoires. Mais ça a toujours été comme ça, les histoires. Hein? Donc, il ne faut pas se décourager. Soyons solidaires et aidons-nous les uns les autres. Ouais. Bon, il y a des collègues. Bon. Moi, je crois qu'il faut tirer avantage de tous les amis, tous les collègues qui sont là. C'est des savoirs, ils ne peuvent pas partir sans maudire. Un philosophe, un historien, n'a pas l'âge de ses veines et de ses vaisseaux. Il a l'âge de ses paradigmes. Et le paradigme obenguien est tout neuf, tout jeune, et il est fait pour les jeunes. Et c'est pour cela qu'il a pris le temps pour nous en parler. Et il a gardé sa jeunesse, il a 76 ans, il a parlé pendant près de 6 heures. Donc c'est... Merci. Donc là, nous allons demander aux professeurs d'université qui sont là, qui sont, comme on le dit toujours, ce sont eux qui pensent les grandes limitations, ce sont eux qui donnent la pensée, n'est-ce pas, aux hommes politiques, aux jeunes. Ils vont donc intervenir ici pour donner des contributions. Prenez un peu de temps et soyez explicites, allez directement à la contribution. Comme ça, on va... finir notre événement de séjour. Et après les contributions, les professeurs qui le souhaitent peuvent venir saluer le professeur Obenga, discuter avec lui en partant. Donc, je donne la parole. Fidèle, vous êtes le premier. Non, ce n'est pas des questions. Bon, je remercie beaucoup le conférencier. Moi, je me suis retrouvé intégralement dans le partage.
Oui, c'est Fidèle Fouamba, professeur de droit public à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et pour l'enseigner dans d'autres universités. Ça, c'est pas important. L'important, c'est l'idée à partager. Donc, je suis professeur à la faculté de droit de notre université ici, en face. Je me suis retrouvé intégralement dans le discours, le partage scientifique fourni, expérimenté du professeur. Mais j'ai retenu deux choses. Donc, si nous avons un État-nation fort, l'État fédéral sera fort. Donc, j'ai voulu rappeler, je nous interpelle, c'est ça ma petite contribution, je nous interpelle. La fédération ne jouera pas si nous n'avons pas nos identités étatiques. Donc, l'État-nation en Afrique pose problème. L'État-nation en Europe, c'est la nation qui a créé l'État. Donc, ici, nous, on nous a donné en 60 un État et nous sommes dans le processus de construction de la nation. Problématique. Les Congolais et les autres concitoyens africains sont obligés de se rendre compte de cette évidence. On n'aura jamais un gouvernement apte à gouverner si nous n'avons pas notre État, c'est-à-dire notre gouvernement national. Moi, j'aimais souvent national entre guillemets, parce que le riche, cette source africaine, nous a rappelé tous les éléments fondamentaux qui font que les gouvernements ne fonctionnent pas. Alors, à partir du moment où le gouvernement artisan de la nation, pour faire l'inverse de ce qui s'est passé en Afrique, est en faillite, l'État-nation aura toujours des problèmes. Et autant qu'il aura des problèmes, il sera en difficulté pour mettre en face une fédération. Pour la raison si simple. Le fédéralisme, c'est une forme de l'État. Donc, il n'y a que deux formes de l'État dans le monde. Il y a l'État simple, l'État composé. L'État simple, il est majoritairement unitaire. Et l'État composé, la forme confédérale est devenue presque historique. Donc, c'est la confédération helvétique. Les unions peuvent se faire et se défaire. Au moins, la deuxième forme de l'État la plus connue, c'est le fédéralisme. Donc, à partir du moment où le fédéralisme de l'Afrique noire, prôné par le maître, celui-là, c'est notre maître, c'est une source. Donc, il prône le fédéralisme. Je me dis, mais à défaut, lorsqu'il n'y aura jamais eu un gouvernement capable de tisser l'artisan de la solidarité nationale, l'artisan de la cohésion, l'artisan de ce que le professeur l'a bien dit, parce que moi j'appelle ça la faillite des services publics de l'État. Si l'État ne fonctionne pas et qu'il ne donne rien à sa population, il se fragilise, ce qui fait que l'espoir pour le fédéralisme, qui est un changement de cap de l'État-nation vers un État beaucoup plus global, ne pourra pas se réaliser. Ce n'est pas pour qu'on s'arrête, c'est plutôt pour qu'on se rende compte de cette difficulté-là, que si nous ne sommes pas forts, et je martellerai sur ça, parce que chaque savant a marqué son époque en cherchant à résoudre les problèmes de sa société. Donc, n'ayons pas peur, engageons le débat. Voilà le mot du savant qui est devant nous. Engageons le débat et recréons l'université. L'université, c'est pour les étudiants. Notre comportement a détourné la formation de notre jeunesse. Et il n'y aura pas espoir pour créer le global africain si le global national n'est pas mis en place. Je dis, je vous remercie. Intéressé à l'éthique politique. Il y a tout un itinéraire. Cheikh Anta Diop a voulu justifier le pourquoi de l'État fédéral. Théophile Obenga vient expliquer comment commencer cet État fédéral. Un chronogramme est donné, des idées, des défis à relever sont donnés. Une mission est donnée à Kinshasa, je l'appelle l'empêchologie, c'est-à-dire comment empêcher l'Occident de nous empêcher de réussir. Qui nous permettra de réussir? Certainement pas eux. Le tandem maître-esclave, c'est l'esclave qui prend l'initiative de se libérer. En se libérant, il libère aussi son oppresseur. Je vous remercie.
je voulais remercier les grands maîtres, en fait, le prof Obenga. Il me demande de m'asseoir. Je voulais dire, nous remercions sincèrement le grand maître. D'abord, au nom du Centre de recherche en épistémologie des sciences sociales, c'est un très, très grand honneur. Je voulais commencer par l'égyptologie. Le prof Mpaï, que nous allons visiter demain, il est égyptologue, il a étudié à Oxford. Je crois que c'est le seul égyptologue qu'on a avec thèse. Il a demandé à ce que les étudiants puissent s'affilier à un cercle d'amateurs en égyptologie. Il faut nous armer intellectuellement. Et donc, les étudiants qui sont prêts, on va les contacter. Il me l'a dit, avec notre centre, nous pouvons commencer des études égyptologiques des amateurs, ne fût-ce que lire les petits textes dans beaucoup de domaines. Donc, les étudiants peuvent me voir, ou les plus grands, même les professeurs, on fera un plus grand cercle d'amateurs. Et donc, vous pouvez me voir, professeur Milala, à mon bureau, faculté de lettres. Comme ça, nous lançons ce cercle. On va voir les profs Mpaï demain. Deuxièmement, petite communication, je vous en prie, nous devons commencer à réfléchir sur la question fondamentale du fédéralisme africain. Il y a plusieurs cadres, mais nous avons le mouvement civique national. Les étudiants m'ont dit, nous voulons adhérer, où est-ce que nous pouvons vous voir? Venez, je m'en excuse, venez à mon bureau, nous organisons ces réflexions. J'espère que les après-midi, on sera avec le professeur Obenga. Comment obtenir ces livres-là? Comment l'obtenir? On va l'étudier ensemble dans les cercles d'étudiants. Il faut qu'on approfondisse ça et qu'on commence à vulgariser et qu'on puisse prendre le chronogramme là-bas, qui est là-bas, et essayer de le respecter. Les 2 années qui viennent, c'est la pédagogie. Et il faut faire la grande pédagogie. C'est tout ce que je voulais vous dire. En effet, merci beaucoup. Je voudrais dire des petites choses à propos de l'expérience avec le professeur Obenga, la considération vis-à-vis des jeunes. J'étais encore un jeune assistant quand j'ai commencé à travailler avec le professeur Obenga, pour vous montrer juste à quel point cet homme s'élève à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. J'arrive à Brazzaville, il me demande, tu es là pour combien de temps? 3 semaines. Il me dit, tu vas lire le manuscrit d'un ouvrage. Cheikh Anta Diop a donné ses avis, Engelbert Mbengue a donné ses avis. Toi aussi, tu vas lire pour me dire qu'est-ce que ce manuscrit vaut. Je suis en face de savant international, je me dis, mais je ne suis qu'un pauvre assistant. Comment il peut me donner son manuscrit que Cheikh Anta Diop et Engelbert Mbengue ont déjà lu? C'est quelque chose qui m'a aidé à me former, à avoir confiance en moi. L'autre élément, le professeur Milala, vous dites, fondé une école d'égyptologie. Une des choses majeures que j'ai appris du professeur Obenga, c'est que l'égyptologie commence par remettre en cause la science qui a été en fait trafiquée, à remettre en cause l'épistémologie trafiquée. Et en fait, quand vous remettez à l'école d'épistémologie, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les fondements des mathématiques, c'est à Ishango, au bord du lac Édouard d'abord. Savoir que quand les Égyptiens disent que la source de notre savoir, c'est aux sources du Nil, c'est Semliki, effectivement, au nord du Congo, d'Alituri, qu'il faut situer, en fait. Actuellement, il y a beaucoup de cercles aux États-Unis qui reconnaissent que les débuts de mathématiques, c'est à Ishango, au bord du lac Édouard. C'est le professeur belge Inzelin qui a mis la main sur les tableaux d'Ishango qu'on reconnaît, qui datent de 25 000 ans, les premiers témoignages de mathématiques dans le monde, incontestable. Donc, l'égyptologie, c'est remettre en cause aussi l'étude de l'africanistique. L'égyptologie, ce n'est pas seulement l'Égypte actuelle, c'est repenser les rapports même du bassin du Congo avec les Nils. Voilà un peu les petites contributions que je peux donner. Monsieur Abbé, professeur à la faculté de lettres et sciences humaines, département de philosophie. Je voulais commencer par dire que c'est un honneur considérable, mais je ne dis pas que c'est un honneur, bien qu'il en est ainsi. Je dis plutôt que c'est un plaisir énorme.
C'est un plaisir d'autant plus que c'est agréable d'entendre et d'écouter Maître Obenga, ainsi que son maître, le professeur Cheikh Anta Diop. J'ai eu le bonheur d'écouter Cheikh Anta Diop de son vivant. Il a donné une conférence pendant que j'étais en première année graduat. C'est tellement beau que ce qui sort de la bouche de ces deux maîtres est si séduisant que lorsqu'ils parlent, ils vous ramènent à leur cause. Et cette cause, c'est la cause de la construction d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est une cause qui est noble, c'est un vaste programme et dont le chemin est parsemé de beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles, aussi bien sur le plan interne et des pesanteurs internes que sur le plan externe. Je considère la conférence du professeur Obenga aujourd'hui comme la première étape du processus qui conduit à ce fédéralisme et pour lequel je suggère que des activités de type catéchétique, un peu comme le catéchisme qu'on donne aux enfants, soient déjà mis sur pied, qui doivent constituer à étoffer les contenus de ces programmes-là. Et ce contenu servira à élaguer petit à petit les pesanteurs internes. Autant de pesanteurs internes, c'est par exemple la construction d'une culture de la solidarité africaine, la construction de la culture fédéraliste. Parce qu'on ne devient pas fédéraliste du jour au lendemain. Il y a des pesanteurs internes qui font qu'un mécanisme comme la péréquation, comme la subsidiarité, puisse manquer dans les chefs des Africains. C'est pourquoi, sur le plan interne, nous devons déjà mettre sur pied ces vastes programmes qui devraient prendre en compte tous les aspects de la construction d'un État supranational, du type européen, du type africain, même avec l'Union africaine, ainsi que ce qui a précédé l'Union africaine. Et même aussi sur le plan externe, parce que je vous dis que la construction d'une culture fédéraliste africaine est un programme qui ne doit pas faire plaisir à ceux que nous considérons aujourd'hui comme nos détracteurs. Donc il faut que le programme que nous allons mettre sur pied relève également toutes ces pesanteurs et nous permette, n'est-ce pas, de lutter de manière forte, comme la métaphore utilisée par le professeur Obenga, comme de vrais pots de fer, et ce qui permettrait de mettre véritablement sur les rails la construction de cet État fédéral africain. Je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur, de me donner la parole. Kabeya Chikuku, je suis professeur d'économie à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Je voudrais ici apporter une contribution. La contribution, je voudrais la faire en direction de la jeunesse, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez recommandé vous-même, parce qu'après tout, nous passons le témoin entre la génération qui est la nôtre, qui n'est pas prête à partir, mais qui est partante, et la génération des jeunes qui ont cette terre en héritage et qui doivent lutter pour que nous puissions survivre en tant que race, en tant que culture. Je voudrais ici peut-être faire un repli en arrière pour rappeler et insister sur l'appel que votre conférence, votre brillante conférence vient de faire en direction de la jeunesse. Qu'est-ce que j'ai retenu? Je voudrais rappeler ici qu'il y a eu, au début de nos indépendances, volonté africaine de constituer un État fédéral, d'unir toutes les énergies et de créer des synergies nouvelles pour arriver à créer une civilisation, une nation africaine forte face au bloc soviétique et au bloc capitaliste occidental. Il y a eu un groupe de chefs d'État, je le rappelle pour la jeunesse. Il y a eu le groupe dit de Casablanca, qui a été, disons, qui a eu des ténors comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, comme Modibo Keïta. Patrice Lumumba n'a pas eu le temps de travailler au club de Casablanca,
mais disons que ce groupe était sur les idées que partageait Patrice Lumumba. Ce groupe de Casablanca a été exactement sur la thèse que nous venons d'entendre aujourd'hui. Quelle est cette thèse? Elle est double. 1. Il n'y a pas de peuple auquel l'histoire puisse fixer rendez-vous si ce peuple refuse lui-même de fixer rendez-vous à l'histoire. Mais fixer rendez-vous à l'histoire, c'est rêver. Fixer rendez-vous à l'histoire, c'est créer des utopies, se projeter dans l'avenir. C'est commencer par avoir confiance en soi-même, en tant que peuple, en tant qu'identité, en tant que culture. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que je connais la jeunesse. Notre jeunesse n'a plus aucun rêve. Mais absolument aucun rêve. Dans cette salle, il y a 25 ans, j'ai distribué des papiers aux jeunes. J'ai demandé aux jeunes de me dire, aux jeunes qui venaient de terminer leur école secondaire et qui faisaient leur première année. Le premier contact, j'étais professeur d'économie politique. Au premier contact, je dis, feuille blanche, pas de nom, dites quelles sont les valeurs pour lesquelles vous êtes prêts à vous battre toute votre vie et, en cas de nécessité, à mourir. Eh bien, j'ai reçu sur des papiers les réponses que voici. Les chaussures, un visa. Voilà ce que j'ai reçu. Et je me suis dit, je me trouve dans un désert où les jeunes ont besoin d'être ressourcés pour ce qui est de leur personnalité, pour ce qui est de la volonté d'assumer leur histoire, pour ce qui est de la volonté du désir d'assumer leur propre identité. L'appel que vous venez de lancer aujourd'hui, c'est l'appel de Kwame Nkrumah, c'est l'appel de Sékou Touré, c'est l'appel de Modibo Keïta, c'est l'appel, en bref, du groupe de Casablanca. Comment ai-je compris cet appel? C'est de dire la volonté première, le rêve est premier, la construction vient après. Je crois que si je vous ai bien compris, c'est bien cela que vous avez voulu dire. Effectivement, l'histoire vous donne raison. Il y a eu en face du groupe de Casablanca, le groupe dit de Monrovia. Le groupe de Monrovia disait ceci, affirmait la thèse contraire. Il disait, il nous faut d'abord bâtir l'infrastructure économique, bâtir des économies nationales fortes pour qu'on puisse se permettre un jour de rêver à l'unité africaine. Nous avons mélangé les torchons et les serpillères, recroquevillé sur nos petites nationalités, le Togo, la Guinée équatoriale, le Burundi, ainsi de suite, l'Érythrée. Nous ne sommes pas arrivés à bâtir les nations fortes économiquement, puisque justement le rêve, que voulez-vous avoir comme rêve sur un État, je n'insulte aucun, mais sur un État de 20 000 kilomètres, avec un demi-million d'habitants, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme rêve face à des mastodontes qui ont des centaines de millions d'habitants, qui ont des infrastructures fantastiques? Qu'est-ce que vous pesez face à ces mastodontes? Nous nous sommes fourvoyés en gardant notre propre jalousie nationaliste. Nous nous sommes fourvoyés pendant un demi-siècle, refusant d'avoir une vision, refusant de nous projeter dans une utopie créatrice. Le père Lebré disait, en 1960, vers les années 54 plutôt, il disait ceci, la situation du monde est tellement désastreuse que seule l'utopie
devient réaliste. Et donc, nous devons aujourd'hui, et je crois que je ne fais que relayer auprès de la jeunesse ce que vous venez de dire, cultiver l'utopie, avoir une vision, avoir comme lien, comme patrimoine commun, de communier à l'intérieur d'une utopie. Enfin, je voudrais ici dire très clairement que le rêve du groupe de Monrovia, le groupe de Monrovia avait des personnalités que vous connaissez, mais permettez pour la jeunesse que je les cite. J'en cite quelques-unes. Houphouët-Boigny, le président du Togo, après le coup d'État contre Olympio, le président du Bénin, et ils ont créé le Conseil de l'Entente et tout le reste. Tubman de Libéria, ainsi de suite. Ils nous ont renvoyés à l'État-nation dans lequel nous sommes en train de tout tripatouiller et de tout échouer. Même si l'État-nation doit être un maillon incontournable dans la construction africaine, il est bon que nous puissions, au-delà de la construction de l'État-nation, projeter l'Afrique comme un bloc, comme un regroupement le plus large, contenant une culture, une race, et une histoire et une civilisation, pour que nous puissions, nous aussi, à notre tour, peser face à des grandes civilisations et nous comporter comme un pot de fer. Merci. Professeur Mbouyamba Kankolongo de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Monsieur le doyen Ndingambo, je vous salue. J'étais votre compagnon. Brazzaville, on va en parler. Professeur Obenga, merci beaucoup pour votre brillante conférence. Je me suis retrouvé dans ma peau d'étudiant dans cette université dans les années 68-69. Nous étions fiers de suivre une conférence comme la vôtre. Mon intervention est la suivante. Il y a un collègue qui n'est pas là, le professeur Sonsa, Jean Sonsa, de la faculté des lettres aussi, qui a réfléchi effectivement sur le même sujet que vous, la confédération en Afrique. Alors, si j'avais su, parce que Freddy m'avait déjà parlé de votre conférence, j'aurais pu le prévenir et il serait là. Je crois qu'il est absent parce qu'il est président du conseil d'administration du ISP. Et l'administration, comme vous le savez, vous êtes passé par là, prend beaucoup de temps. Je crois qu'il est là. Mais je vais demander votre emploi de temps chez Freddy et je vais tout faire aujourd'hui, au plus tard demain, pour vous avoir un exemplaire de son ouvrage et je vous le remettrai. Et en même temps, j'en profiterai pour relire cet ouvrage que je n'ai jamais terminé, pour en faire une recension à présenter dans le potentiel. Je vous remercie pour tout. Je serai assez bref avec une suggestion. Je crois que on l'a reconnu ici, dans l'exposé combien riche du maître Obenga, on peut tirer plusieurs enseignements. L'un des enseignements que personnellement je tire, c'est que il interpelle les chercheurs et les professeurs congolais. C'est pourquoi je fais la suggestion suivante. Il existe dans cette université, en commençant par notre faculté, énormément de centres de recherche. Mais non seulement ces centres de recherche travaillent en vase clos, mais parfois ils travaillent sur les mêmes sujets sans se connaître. C'est pourquoi je fais la suggestion suivante aux collègues chercheurs et professeurs, que nous ayons le temps, au niveau de ceux qui dirigent ces centres, de nous concerter et de voir quels sont, au-delà des thèmes peut-être individualisés ou sectoriels, quels peuvent être des thèmes mobilisateurs, à l'exemple de la question de la construction de l'État fédéral africain.
Voilà la suggestion que je voulais faire. Je m'adresse aux collègues professeurs et chercheurs. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. C'est le professeur Massonsa, directeur général du Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines. Je vous salue, professeur Obenga, et je suis l'un des suivants du maître et vous-même. J'avais conduit en 89 une exposition à Dakar avec Madame Cheranta, avec Mbaké et Samori, jusqu'à Tietou. Et nous avons mobilisé les étudiants jusqu'à Tietou pour rendre hommage au maître. Et j'étais jusqu'à Touba, chez son frère, donc chez Serigne Moustapha Mbaké. Fouguin, que vous avez cité, c'est un des collaborateurs que j'ai formé à Paris, dans le cadre où nous étions avec le professeur Kotoé Sommet. Voilà. Alors, je dois rappeler simplement 3 faits dans ce que vous avez dit, et je vous remercie infiniment. Vous avez dit qu'il faut changer d'échelle. Nous devons retenir cela, changer d'échelle. Changer d'échelle, c'est-à-dire que nous avons toujours travaillé selon un mode, je dirais, exocentrique, en dehors de nous. Mais il faudrait maintenant se recentrer sur soi pour pouvoir avoir une démarche endocentrique, c'est-à-dire celle qui vient du tréfonds de nous. La seconde chose que j'ai retenue, vous avez dit, reste se mettre ensemble. Se mettre ensemble, c'est le maître mot qui signifie s'unir. Mais s'unir pour se libérer. La troisième chose que j'ai retenue de ce que vous avez dit, c'est maîtriser ses ressources. L'Afrique doit maîtriser ses ressources. Et c'est un élément important. Je pense qu'ici, les 3 faits que j'ai relevés, qu'il s'agisse de changement d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut changer le niveau de vibration, donc l'état de conscience des Africains. Le second point qui était se mettre ensemble, et le troisième, maîtriser ses ressources, pose une réelle équation fondamentale pour l'Afrique. La question que je serais tenté de vous poser, c'est celle-ci. Étant donné que nous sommes aujourd'hui dans des États-fictions, que nous appelons des États-nations, mais en réalité, nous sommes dans des États-fictions. Les configurations de nos États n'ont pas changé depuis 1885 jusqu'à ce jour. Les indépendances n'ont rien changé. Et donc, je considère que nous sommes encore dans des États-fictions. Et si vous regardez ce que vous avez souligné, des élections, démocratie, etc., c'est toujours de la fiction politique, de la fiction économique, de la fiction culturelle, si vous voulez. Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi d'abord, jusqu'à présent, la démarche politique que vous prenez n'a toujours pas réussi en Afrique? Si on fait un examen de conscience, on se rend compte que toutes les approches politiques, économiques, n'ont pas produit les effets escomptés. C'est-à-dire, 1, l'Afrique doit s'unir. L'Afrique ne s'est pas unie. D'un Nkrumah. Le conscientisme d'un Nkrumah, nous ne l'avons pas exploré. Et nous nous trouvons encore au bord de la rue. Deuxième élément, le fédéralisme que Maître Cheranta avait prôné depuis les années 60 n'a pas trouvé un début de commencement. Alors, ce sont là les 2 questions. La première question que je vous posais, à savoir pourquoi l'approche politique, économique n'a pas donné des fruits escomptés, c'est-à-dire n'a pas permis à l'Afrique de s'unir et de se libérer pour maîtriser ses ressources. Je vous remercie. Je suis le chef de travaux Tazi, doctorant en relations internationales, et très intéressé par les questions du fédéralisme.
Monsieur le professeur Obenga, j'estime que ce n'est pas une chance de vous écouter. C'est une bénédiction africaine. Nous, les jeunes chercheurs, avons lu beaucoup d'auteurs. Et lorsque nous les avons, ces auteurs devant nous, c'est une bénédiction. Laissez-moi vous dire, monsieur le professeur, que les idées que vous développez ont été examinées par Nemwanda Ntsemi, le président du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Non seulement il pose les bases, comme vous, d'un futur fédéralisme multinational, mais lui pose même les structures. Voici ce qu'il pense. Il pense que il faut créer à l'intérieur des États fédéraux, sur base des aires culturelles, et sur le plan africain, une confédération dont le Congo central serait le porte-étendard ou serait le moteur. Je voulais bien que vous appréciez cette option prise par Nemwanda Ntsemi. Deuxième élément, monsieur le professeur. Les éléments que vous présentez dans le fédéralisme africain voudraient bien dépasser l'État-nation centralisé pour arriver à un État fédéral du type multination ou multinational. Vous allez remarquer que presque la quasi-totalité des États africains sont à l'intérieur des États multinationaux. Et là, le professeur Moïla Chiembe y revient régulièrement. Alors, quel est le moyen que vous préconisez qui puisse dépasser à l'intérieur la question multinationale pour créer un fédéralisme africain qui puisse tenir? J'ai dit et je suis satisfait. Je me présente, Badi Bangampumbu. Je suis un chercheur indépendant, mais je travaille ici pour des questions de survie. Je suis très heureux de faire la rencontre du maître Obenga. Je l'ai lu, mais pas beaucoup. Et j'ai lu beaucoup de gens qui l'ont lu. C'est comme ça que je m'en vais directement poser une question qui est en rapport avec les langues de l'Afrique. J'ai lu dans la revue Zaïre Afrique un article d'un historien Awakayon qui vous cite, qui dit qu'il y a l'arbre de langue africaine comprend 3 branches. La branche de l'égyptien classique, à laquelle appartiennent les langues de Bantou, la langue de Khoisan, la branche de Khoisan, et la branche des Berbères. J'aimerais savoir, de la part du maître Obenga, si la langue des Libyens, elle est comprise parmi les langues des Berbères. Je pose cette question parce que, en lisant d'autres littératures, il semble que les Libyens sont compris parmi les peuples qui avaient agressé, qui ont donc fait une pénétration forcée en Égypte de l'époque des pharaons. Est-ce que c'est à partir de cette agression ils se sont implantés et leur langue a pu diffuser en Égypte pour être comprise comme une des branches ou pas? Je reviens maintenant à votre exposé, maître. Dans le chronogramme que vous avez donné, je pense qu'ici, à l'université de Kinshasa,
il serait de bon aloi que beaucoup de professeurs, des chercheurs et des étudiants, parce que la question que vous avez posée, ce n'est pas une question purement académique, c'est une question, un appel à l'action pour que l'Afrique se libère. Et moi, je pense que la première démarche que nous devons faire dans cette institution, ce n'est pas seulement de discourir autour de ce qui nous a apporté, mais c'est de nous prononcer d'abord sur le bien fondé de sa démarche. Est-ce que nous sommes pour nous engager dans l'action, dans l'optique qu'il propose? Si nous faisons ce pas, je pense qu'on irait de l'avant. Mais si nous discourons seulement comme nous le faisons comme ça, eh bien, nous allons sortir, chacun satisfait d'avoir parlé, et puis le lendemain, on s'endort. On s'endort, mais dans une Afrique qui meurt. Alors, dans le chronogramme, professeur, je n'ai pas vu un moment indiqué dans le chronogramme où une activité intense doit être déployée à l'égard de toutes les couches de la population. Vous avez lancé un appel aux penseurs, aux animateurs, mais il faudrait que ces penseurs, ces animateurs, qu'ils puissent travailler à la rupture des attaches qui nous lient encore à cet Occident. Et parmi ces attaches, je commencerai par vous dire que j'utilise une langue qui n'est pas le lingala, qui n'est pas le swahili, qui n'est pas le nsango, et j'utilise la langue de Molière pour vous comprendre et pour communiquer ma pensée. Mais c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Et l'Occident nous pénètre par d'autres voies, particulièrement par la voie de l'Église, par la voie de l'école, et nous accueillons l'Occident en nous. Et vous avez pu constater, professeur, que ici même dans la salle, que ce soit au niveau des étudiants, au niveau du corps professoral, il y a, vous avez perçu cela, une sorte de résistance, une résistance à l'idée d'un État fédéral africain. Mais cette résistance, elle provient justement du fait que la plupart d'entre nous, que ce soit par le biais de l'école, que ce soit par le biais des églises, que ce soit par le biais des médias, nous avons accueilli l'Occident en nous et nous lui avons donné une place, la meilleure, dans ce que nous appelons, avec les psychologues, notre monde personnel. Et tant qu'on n'a pas délogé l'Occident de cette place-là, de notre monde personnel, eh bien, beaucoup d'entre nous, nous allons courir seulement derrière les titres et non pas derrière la vérité, comme c'était enseigné dans l'Égypte ancienne, la vérité, la justice et l'ordre. J'ai dit et je vous remercie. Je pense que les mots sont infiniment petits et insuffisants pour remercier le professeur Théophile Obenga, que nous avons tant entendu, nous et nos étudiants, par les profs Kibanda ou par les profs Mukoka. On nous parle toujours de lui, de ce qu'il est pour l'Afrique, pour la civilisation africaine. Professeur, soyez rassurés de la joie des chercheurs congolais, professeurs et étudiants, d'entendre de vive voix ce que vous venez de débuter cet avant-midi. Et nous sommes aussi flattés par votre interdisciplinarité. Peut-être que les temps et les circonstances de l'époque vous avez donné la possibilité de naviguer entre l'histoire, la philosophie, ce qui n'est pas possible pour nos jeunes aujourd'hui. Quand il est inscrit en droit, il termine ses études en droit, on lui dit pour faire la science po, il doit recommencer en deuxième et faire 4 autres années. Même moi qui suis docteur en sciences politiques, je n'ai pas le droit de faire une maîtrise en droit ou en philosophie.
Donc on a essayé de cloisonner trop les choses. Et c'est ce qui fait que les jeunes actuels ne sont pas prolixes et nos efforts sont un peu calqués sur un modèle. Et nous ne sommes pas multidisciplinaires comme vous. J'ai quelques aspects à soulever par rapport à votre exposé ce matin. D'abord, des aspects positifs. Et là, j'ai fait une mention spéciale au professeur Mukoka, qui m'a fait lire l'ouvrage de Lamine Zarwal qui parle des rôles de symboles pour le développement. L'auteur, c'est lui qu'on peut considérer actuellement un Marocain qui parle du développement par rapport au site. Et c'est là où je souligne quelques aspects positifs de votre intervention. C'est la responsabilisation de la jeunesse. Je disais hier à un collègue qu'un jeune qui ne prend pas ses responsabilités au sérieux est inconscient de son rôle dans l'histoire. Parce que finalement, c'est le temps de la jeunesse. Obama est jeune, Macky Sall jeune, et le président français qui vient de partir a été jeune, Sarkozy, et on ne sait pas quel autre jeune attend encore d'être... Nous avons un chef de l'État jeune, donc c'est là aussi que j'interpelle la jeunesse à lire l'ouvrage de Didier Moumengi, L'avenir à bras le corps. Je l'ai appelé pour être présent ici, mais il est empêché cet avant-midi, parce qu'en juillet 2007, non, l'année passée, en juillet 2011, il m'a fait lire le manuscrit de son futur ouvrage, Les États-Unis du bassin du Congo. Je voulais vraiment que vous vous rencontriez et il tient à vous rencontrer. Il dit que pendant que nous nous amusons ici, les autres nous considèrent comme un bassin. Nous nous considérons comme des États, mais eux voient en nous un bassin. Et quand on parle d'un bassin du Congo, donc Congo, Brazzaville, Centrafrique, Cameroun, et donc un bassin, on voit ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a au fond du bassin? Il y a de l'eau, il y a à manger, à boire pour l'humanité. Et donc que la jeunesse prenne conscience de ce rôle de notre région. Donc c'est une bonne chose. Vous avez aussi soulevé du point de vue de l'égyptologie, la différence entre la langue et la culture, la peau et la culture. Vous avez relevé que les Égyptiens étaient noirs, mais ils avaient la culture qui répondait à une certaine catégorie linguistique. Et ce n'est pas puéril de dire des bonnes choses sur ça, non? Libanda tozwa ekumbeli biso ebele ya makambo nkama olamuka bana mboka mabele etika bankoko bana Afrika bokeba toboya bonkoko tolandi bilandalanda toteka bomoto mpona mbongo bilamba na mituka tozuwa tokanga mapango basusu bakelelaka tobaluki tokomi tuna mbebango ya nani tokomi kowela losambo mpasi eleki tolobi tolingi yawe toyinikikelamu na ye bana Afrika avenir ewapie bana mboka esengi toyokana bana Afrika avenir ewapie bana mboka esengi toyokana